Les populations des zones non loties de Bobo-Dioulasso attendent beaucoup de leurs futurs conseils municipaux. Eau potable, électricité ou encore des écoles et des centres de santé. Voilà entre autres ce qu'ils espèrent de ceux qu'ils vont voter le 22 mai prochain. Vous les entendrez dès le début de cette édition. Et puis au Brésil, c'est fini pour Dilma Rousseff. La présidente vient d'être destituée par le Sénat. Les sénateurs ont décidé de sa destitution par 55 voix pour et 22 voix contre. Le Brésil sera dirigé pendant les 180 prochains jours par son vice-président. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Les conseils municipaux qui seront issus des élections municipales du 22 mai prochain sont très attendus des populations. Les populations qui veulent les solutions à leurs préoccupations telles que les parcelles, l'eau potable et les infrastructures socio-éducatives. C'est en tout cas les attentes exprimées par les habitants des quartiers non lotis de Bobo-Dioulasso. On les attend dans ce reportage de Hassan Gourabou et Moussa Assano. Zone non lotie du secteur 29 de Bobo-Dioulasso, ici les services sociaux de base sont quasiment absents. Pas d'eau potable, pas d'école, pas de centre de santé, encore moins d'électricité ou de routes de bonne qualité. Aminatou Emma est une habitante de ces quartiers précaires. Elle vit au quotidien la misère aux côtés de ses parents. Les difficultés qu'on rencontre ici sont les problèmes de maternité à cause des dispensaires qui ne sont pas si proches ici. Après, les problèmes d'eau. Ensuite, à cause de l'alimentation, le marché n'est pas si près. Ici, il faut d'abord que les territoires soient lotis. Le lotissement de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo-Dioulasso, tout comme Aminatou Emma, beaucoup d'habitants du quartier le souhaitent de tous leurs vœux. S'il y a lotissement, cela peut amener beaucoup de changements. La réalisation des infrastructures comme les routes, les écoles. Nous, notre souhait est que cela se fasse vite et que les résidents des non-lotis aient des parcelles pour continuer à vivre. Nous voulions qu'en cas de lotissement, que les résidents soient privilégiés. Après eux, les autres demandeurs peuvent être satisfaits. Si ce n'est pas fait ainsi, il y aura des problèmes. Des problèmes, c'est le cas déjà dans cette partie du secteur 26 de Bobo-Dioulasso, Sarfalao. Dans ces quartiers, autorités communales et populations résidentes ne se sont pas entendues jusqu'à la suspension des opérations de lotissement en 2015. Toujours c'est des problèmes. Il y a d'autres qui sont eu, ils veulent construire, il y a d'autres qui ne sont pas eu, ils sont là. Il y a d'autres qui sont eu même, mais ils veulent beaucoup. Ou lui qui a eu un, ou lui de débrouiller avec un, qui veut 10. Pour dire maintenant, lui qui n'a pas eu, il n'a qu'à venir te soutenir pour que tu vas gagner 10. On connaît tout ça aussi. C'est ça qui a notre problème aussi. Il y a d'autres qui sont commencés à payer avec la propriété de terre et veulent commencer à construire. Il y a d'autres qui sont là, ils disent que non, c'est pas bon, c'est pas que tu vas construire. Ils ont été cassés. Beaucoup de problèmes dans les quartiers non lotis de Bobo-Dioulasso. Pour les populations, il est temps que des solutions soient trouvées et pour beaucoup, les conseils municipaux issus des prochaines élections auront leur carte à jouer. Quel est l'état de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale lancée en 2013 au Burkina Faso? Cette question est au cœur de la 4e session ordinaire du Conseil national de protection sociale dont les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou. À cette session, il sera également question de l'élaboration du registre national des personnes vulnérables au Burkina Faso. Ce document permettra d'étendre la protection sociale à tous les Burkinabés qui en ont besoin. Roger Kam et Yolande Lompo. Après la mise en place du dispositif institutionnel de pilotage de la politique nationale de protection sociale, le gouvernement burkinabé s'engage à tenir un registre national des personnes vulnérables et à étendre la protection sociale aux acteurs du monde rural, mais aussi à ceux de l'économie informelle. Pour le moment, nous allons cibler 3 communes. La commune rurale de Séguénéga, la commune urbaine de Manga et enfin l'arrondissement 3 de Bobo. Mais avec l'ONG Oxfam, nous sommes en train de voir au niveau du centre nord si nous pouvons adjoindre 2 communes rurales. Ainsi, un certain nombre de mesures fortes dans les secteurs prioritaires de l'emploi, de l'enseignement, de la santé, de l'eau et de l'assainissement ont été prises afin de faire de la protection sociale une réalité au pays des hommes intègres. Cette 4e session offre donc l'occasion aux membres du Conseil de prendre connaissance des résultats des réflexions sur le profil type du ménage vulnérable au Burkina Faso. Nous avons utilisé les données de 2003, de 2009 et de 2014
nous avons essayé de voir quels sont les traits caractéristiques de la vulnérabilité en ces données-là. Et nous avons extrait ces traits caractéristiques qui constituent pratiquement 25 critères que nous avons tenté de construire autour d'un modèle qui va nous permettre, à travers les données, les informations que nous allons collecter sur le terrain, de déterminer les ménages qui vont vraiment figurer sur le registre unique. Adoptée en décembre 2012 en Conseil des ministres, la politique nationale de protection sociale est soutenue financièrement par l'UNICEF. La journée internationale des familles sera célébrée le 15 mai prochain. En prélude à cette journée, une ambassadrice de la paix au Burkina a rendu visite aux victimes des différents événements qui ont endeuillé notre pays. Mongoma Ilboudo leur a apporté un soutien moral avant de les convier à la journée internationale de la famille. Journée qui sera célébrée cette année autour de la culture de la paix dans les familles. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nepi. En prélude à la célébration de la Journée internationale des familles le 15 mai 2016, l'ambassadrice de paix Mo Ngoma Ilboudo rend visite aux familles des victimes des différents événements douloureux qui ont frappé le Burkina ces dernières années. Des familles des victimes de l'insurrection aux familles des victimes des attaques djihadistes en passant par celles du putsch manqué, Mo Ngoma Ilboudo a apporté un réconfort moral. Elle les a par la même occasion invités à célébrer avec elle la Journée internationale des familles à Ouagadougou à la salle des banquets de Ouaga 2000. Avec cette philosophie, nous voulons vraiment propager partout où se trouvent nos frères et sœurs pour qu'ils s'imprègnent que la famille c'est vraiment l'institution de base. Une journée qui sera célébrée non seulement avec les vivants mais aussi avec les victimes décédées car selon elle, leur esprit demeure parmi les vivants. Quand on parle de l'être humain n'est pas seulement matériel, mais l'être humain est spirituel. Alors au sein de la famille, on trouve des entités qui ont des corps physiques, mais aussi des corps spirituels. Alors quand des entités, c'est-à-dire qu'une personne de la famille, arrive à partir dans l'au-delà, c'est son corps qui est parti, qui est enterré. Mais je vous rassure que son esprit reste et il demeure le membre de la famille. C'est pourquoi, étant que membre de la famille du Burkina Faso, nous voulons célébrer la Journée internationale des familles, non pas seulement nous qui sommes vivants, mais même avec eux qui sont partis. À ces familles, elle a expliqué le bien fondé de la célébration de cette journée. Une célébration au cours de laquelle l'accent sera mis sur la culture de la paix dans les familles, car, dit-elle, la durabilité de la paix dans un pays dépend de celle des familles. Dans leur travail de réglementation de la sécurité routière, les policiers doivent composer avec l'incivisme de certains usagers de la route. Il y a 3 jours de cela, à Ouagadougou, un policier en plein exercice de ses fonctions a été fauché par un motocycliste. Depuis lors, il a été admis au centre hospitalier national Blaise Compaoré et on apprend que son état de santé est stationnaire. Retour sur les faits et constat sur le travail de la police dans cet élément de Nongba Kouda et Ruth Bini Ouattara. C'est ce qui reste du sang perdu par Asmané Dessongo, le policier en fonction renversé le mardi 10 mai par un motocycliste en infraction. Amado Ouedraogo est mécanicien aux abords de cette route qui traverse les 1200 logements. Il a été témoin de l'accident. Il n'a pas respecté le feu tricolore et le policier a voulu l'arrêter. Il a d'abord ralenti, puis a foncé sur le policier et l'a renversé. Un autre usager lui a fait signe de s'arrêter, mais il a poursuivi son chemin. Le policier blessé est toujours en soins à l'hôpital Blaise Compaoré et son état reste stationnaire selon les responsables de l'hôpital. Le comportement du contrevenant, lui, a provoqué une indignation générale. Il faut montrer à la population que le développement et la démocratie n'est pas un désordre. C'est ça. Le désordre ne peut pas mener le Burkina quelque part. C'est vraiment dommage. Tout ça, c'est dû à l'incivisme en fait, de la population en matière de circulation. Ces gens sont là, c'est pour notre vie. Il va falloir qu'on les respecte. À l'image de Rasmané Dessongo, ils sont en moyenne 140 policiers de la Direction régionale de la sécurité routière du centre à offrir leur aide par jour pour fluidifier le trafic à Ouaga et réduire le nombre des accidents. L'auteur de l'infraction, lui, court toujours dans la nature. Le contrevenant n'a pas été formellement identifié, ce qui pose un problème. Sinon, généralement, dans ces genres de situations,
la procédure judiciaire est engagée d'office. Dès qu'on mettra la main sur ce contrevenant, en tout cas, il va sans dire qu'il va répondre devant les instances judiciaires. La police espère mettre rapidement la main sur cet individu dont les motivations restent jusque-là inconnues. On repart à Bobo Dioulasso pour parler justement de la sécurité au travail. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a organisé une conférence publique dans le but de vulgariser la loi 022. Cette loi qui date du 16 novembre 2006 définit les risques et les maladies professionnelles. La loi 022 précise également les procédures de réparation et d'indemnisation du travailleur en cas d'accident de travail. Idriss Sawarga, Kadouro Menki. Au cœur des échanges, la loi 022 du 16 novembre 2006 porte un régime de prévention et de réparation des risques professionnels applicables aux agents de la fonction publique, aux magistrats et aux militaires. Une loi dont les principales dispositions sont les suivantes. Les dispositions concernant les droits des victimes, les dispositions concernant les définitions d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Voilà, il y a la disposition sur le financement vraiment du régime également. Voilà, et toutes les dispositions sur les procédures de réparation. En vigueur depuis plus de 10 ans, la loi 022 reste peu connue, d'où la nécessité de sa vulgarisation. Certains sont souvent victimes de maladies professionnelles, mais malheureusement, par méconnaissance de la loi, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et nous osons espérer que cette conférence ouvre la voie à justement une diffusion large de cette loi auprès de nos collaborateurs, afin que les uns et les autres par moment ne se réservent plus d'aller au fond dans l'activité qu'on leur confie, parce que très souvent les gens se posent des questions. Voilà, si je me blesse, qui me vient en aide? Voilà, donc je crois que c'est des préoccupations qui trouvent leur réponse aujourd'hui. Dans le souci de mieux protéger la santé des agents de l'État, la loi 022 est en cours de relecture. Objectif, minimiser la survenue des dangers et risques potentiels que peuvent encourir les agents de l'État. Le projet Paix à travers le développement est une phase de capitalisation des expériences. Ce projet lancé en 2011 avait pour objectif de prévenir et de lutter contre l'extrémisme violent. La rencontre bilan sur sa mise en œuvre se tient depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Les acteurs chargés de son exécution vont également définir des perspectives pour réussir les actions qui restent à mener dans le cadre de ce projet. Le reportage de Salifou Belem et Abdoul Rasmane Zongo. Avec pour objectif l'autonomisation de la jeunesse et des femmes et la lutte contre l'extrémisme violent, le projet Paix à travers le développement PDF2, initié en 2011 avec le financement de l'USAID, jette un coup d'œil sur le rétroviseur. 5 ans après, un bilan s'impose, d'où cette rencontre à caractère national. Pendant les 4-5 ans, vraiment on a touché les jeunes. On a touché les gens non alphabétisés, on a pu former les désœuvrés et les femmes qui ont appris la culture, qui ont appris comment fabriquer le savon, des autres métiers pour qu'ils puissent participer dans l'économie. Et c'est voilà un bon exemple comment lutter contre le fléau de la montée de l'extrémisme violent. En gros, nous sommes très satisfaits, mais il y a beaucoup de boulot qui reste, évidemment. Au regard de certains résultats satisfaisants, l'USAID promet d'accompagner toujours le projet en vue d'une réduction plus drastique de l'extrémisme violent, prenant souvent sa source selon les différents acteurs dans la pauvreté, l'intolérance religieuse, le chômage, les défaillances dans la gouvernance locale. Actualité à l'étranger, au Brésil, le Sénat vient de voter la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Par 55 voix pour et 22 voix contre, les sénateurs ont entériné la destitution de Dilma Rousseff au cœur d'un scandale de maquillage de comptes publics. Pendant les 6 prochains mois, le Brésil sera dirigé par son vice-président. La présidente brésilienne Dilma Rousseff va céder sa place au vice-président Michel Temer.
Les sénateurs réunis à Brasilia pour une session extraordinaire ont donc suspendu le mandat de la présidente qui sera soumise à un procès en destitution. 55 sénateurs ont voté pour, 22 contre. La présidente devrait être remplacée d'ici vendredi par son ancien allié devenu rival, le vice-président, âgé de 75 ans. Michel Temer est un dirigeant du parti du mouvement démocratique brésilien, un parti du centre qui a quitté la coalition gouvernementale à la fin mars. Dilma Rousseff voit son mandat suspendu pour un délai maximum de 180 jours. Elle va affronter un procès en destitution organisé par le même Sénat. Michel Temer devrait assumer la présidence jusqu'aux prochaines élections générales, présidentielles et législatives prévues en 2018. Le Brésil tourne donc la page de 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs entamé en 2003. Première femme élue présidente du Brésil, Dilma Rousseff se voit remettre l'écharpe présidentielle le 1er janvier 2011 par son prédécesseur et mentor Lula da Silva. Elle est alors peu connue des Brésiliens car jusqu'ici elle n'avait jamais brigué aucun poste électif. Fille d'une Brésilienne et d'un avocat et homme d'affaires bulgare ayant migré au Brésil, Dilma Vana Rousseff Linhares est entrée en politique pendant la dictature militaire. Membre d'une organisation d'extrême gauche, elle est arrêtée en 1970, torturée pendant une vingtaine de jours et finalement emprisonnée pendant 3 ans. À sa sortie, elle devient économiste. Elle participe à la restructuration du Parti démocratique travailliste, devient secrétaire d'État à l'énergie. Elle n'adhère au Parti des travailleurs de Lula qu'en 2001. Technocrate prestigieuse mais réputée antipathique, Dilma devient alors la protégée de Lula, qui la nomme ministre des Mines et de l'Énergie de son premier gouvernement en 2003, puis ministre d'État et chef de cabinet de la présidence. Elle exerce avec rigueur, on la surnomme la Dame de Fer et se positionne comme successeur de Lula qui ne peut pas se représenter. Le premier mandat de Dilma est marqué par le déclin économique du Brésil, pourtant devenu la coqueluche des marchés durant les années Lula. La croissance fléchit et en juin 2013, la présidente est surprise par l'explosion de colère de la rue. Des millions de Brésiliens protestent contre des services publics déficients, 1 an seulement avant la célébration du mondial de football au Brésil. En 2014, elle est réélue de justesse face au social-démocrate Neves grâce à l'aide de Lula. Mais le Brésil est entré en ébullition et l'opposition gagne du terrain. Dès le départ, son second mandat est estropié. Le méga scandale de corruption du groupe pétrolier Petrobras, qui touche tous les partis, mine sa base politique. Dans la société, la fracture s'installe. Plus de la moitié des Brésiliens réclament le départ de Dilma, qui, elle, crie au coup d'État institutionnel face aux manœuvres de son vice-président depuis 2011, Michel Temer. À 75 ans, le leader du parti du mouvement démocratique brésilien veut à présent prendre sa place. Son parti a déjà quitté la coalition gouvernementale le 29 mars dernier. Et pour terminer, on revient chez nous pour la lecture croisée des quotidiens de ce jeudi. L'adoption du décret sur la loi 081 par le Conseil des ministres d'hier est le sujet phare à lire dans la presse écrite. À l'international, les parutions du jour analysent le glissement électoral en République démocratique du Congo. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. À propos de l'application de la loi 0421, le pays nous informe que le décret de l'opérationnalisation de la loi a été adopté en Conseil des ministres, tenu ce mercredi 11 mai 2016 en séance ordinaire. Même si l'adoption de ce décret précise Sidoya est une avancée dans l'application de la loi 081, le ministre en charge de la fonction publique Clément Sawadogo a relevé qu'un travail technique doit être entrepris au préalable. Il se fera, précise-t-il, au niveau des directions des ressources humaines, des ministères et de la solde. À l'entendre toujours dans les colonnes de Sidoya, l'incidence financière de cette loi est estimée à 20 milliards 800 millions de francs CFA et un rappel est applicable à compter du 1er janvier 2016. Enfin, vers un relèvement du VIM-Kwega, s'exclame aujourd'hui au Faso. Actualité internationale, aujourd'hui au Faso nous apprend qu'en RDC, la Cour constitutionnelle autorise le pouvoir à vie pour Kabila Junior. Pour le pays, elle n'a pas rendu service au peuple congolais, car elle consacre la destruction de la cohésion sociale congolaise et donne en même temps la preuve qu'elle est au service d'un homme. C'est également un coup dur pour l'opposition selon l'observateur Palga. Dans tous les cas, Martel Lopes, il y a longtemps qu'on le voit venir avec ses gros sabots dynastiques. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.